Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis actuellement à une petite centaine de kilomètres de Paris, dans les plaines de Beauce, dans le très joli département d'Eure-et-Loir. Ça peut vous paraître surprenant de voir aujourd'hui un jeune s'intéresser à nos campagnes, à cette France que l'on appelle parfois la France des oubliés. Pourtant, cette France, ça fait quelques mois maintenant qu'on la parcourt dans la campagne d'Éric Zemmour. Cette France, on la chérit, on la traverse et on l'aime. Depuis quelques années maintenant, les élites ont préféré à la France des églises, la France des normes, la France de l'administration. Nous préférons cette France qui vit, cette France où les cloches peuvent encore sonner, cette France où les tours d'école sont remplies de cris, d'enfants, cette France où les villages sont encore habités, arpentés, mais aussi animés par les commerçants, animés par les boulangeries, les bistrots. Aujourd'hui, à Paris, certaines élites hors sol ont décidé que non, cette France-là n'était pas digne d'intention, que cette France, en réalité, roulait au diesel et fumait des cigarettes. Eh bien, nous, c'est tout l'inverse. On a décidé de l'aimer, on a décidé de la chérir pour lui redonner un souffle nouveau parce que cette France-là, cette France des villages, cette France des territoires ruraux, cette France qui produit, cette France qui travaille, c'est notre socle, c'est notre identité, c'est notre passé, mais c'est surtout grâce au travail qui est fourni tous les jours par ces gens-là que nous pouvons vivre et que nous pouvons espérer demain avoir un avenir meilleur. Nous allons partir à la rencontre d'un maire rural qui connaît les préoccupations de ses concitoyens. Un maire qui va nous expliquer les situations parfois compliquées qu'il peut rencontrer sur le terrain. Ce maire, nous allons le voir tout de suite. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Écoutez, on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On a remarqué, et ça fait longtemps que ce constat-là est fait, que beaucoup de villages n'ont plus d'écoles. Elles sont soit fermées, soit abandonnées. Mais on sait qu'il y en a encore quelques-unes qui persistent. Notamment, il me semble que dans votre village, vous avez encore la chance d'avoir une école ouverte. Comment ça fonctionne concrètement au quotidien ? Nous avons la chance dans notre commune d'avoir un regroupement pédagogique. Ça s'appelle un CIRP, un syndicat intercommunal de regroupement pédagogique. C'est ainsi que plusieurs communes se regroupent pour faire des écoles et pour maintenir, si possible, une classe dans chaque village. Mais c'est compliqué parce qu'il y a de moins en moins de nouveaux arrivants. Et pourquoi de moins en moins de nouveaux arrivants ? Parce qu'on est un peu les oubliés du système. Il y a de moins en moins de commerce, c'est un désert médical et on a l'impression aussi que l'État, l'Europe, a envie qu'il y ait de moins en moins de communes par un système d'intercommunalité qui est une usine à gaz. Et vous, dans votre travail du quotidien en tant que maire, quand vous devez aller à la rencontre de vos concitoyens, etc., quels sont les mots MAUX qui reviennent le plus dans les discussions? Quels sont les problèmes que rencontrent le plus les gens dans ces zones-là? Parce qu'on sait que oui, en effet, il y a un abandon de l'État par rapport à beaucoup de communes, notamment les petites communes. Mais quels sont sur le terrain les retours que vous avez? Une grande inquiétude concernant le médical. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de médecins, c'est un vrai problème dans la région, pas seulement en région centre, mais c'est le principal problème. Après, au point de vue scolaire, nous avons, dans notre commune, eu la chance, donc, comme je vous l'ai dit, de nous regrouper, de faire des garderies. Mais on sent qu'il y a une volonté de l'État de nous regrouper plus. Et ça posera quelques difficultés, parce que les gens viennent quand même dans les villages pour avoir une école de proximité. Et là, aujourd'hui, l'école de votre village, par exemple, il y a des élèves qui viennent d'un peu partout autour, ou alors, justement, elle est encore très centrée sur les habitants de la commune même? On est regroupé avec 4 autres communes et donc nous formons ce qu'on appelle donc un CIRP et on essaye de garder pour l'instant une classe dans chaque village, mais à terme on ne pourra pas toujours le faire, donc à terme on va sans doute regrouper les écoles dans un seul village sans aller trop loin non plus, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un périmètre correct vis-à-vis des parents. Et dans ce cas-là, à chaque fois, les systèmes qui sont mis en place, c'est quoi? C'est des systèmes de bus, c'est des systèmes de covoiturage? Alors le système de bus, c'est le syndicat, on est aidé par le conseil départemental qui finance les transports scolaires et c'est surtout du bus. Et dernière question, malgré tout ça, malgré la désertification médicale, malgré l'abandon de l'État sur tout un tas de domaines, est-ce que vous avez encore de l'espoir dans le pays, même dans le monde rural? Est-ce qu'il y a encore des moyens d'action pour changer les choses et redynamiser ces beaux territoires? Oui, j'ai encore de l'espoir. Ça fait 26 ans que je suis maire, donc s'il n'y avait plus d'espoir, je ne serais plus depuis longtemps. Mais c'est de plus en plus compliqué. Écoutez, j'espère que vous serez encore maire pour une trentaine d'années. Et à très bientôt, merci beaucoup. Bonjour Isabelle. Bonjour Stanislas. Comment allez-vous aujourd'hui? Impeccable, merci.
Bon, ok, on est content d'être avec vous aujourd'hui. J'aurais pu vous proposer d'aller prendre un café ici ou une bière, mais apparemment tout est fermé. Tout est fermé depuis des années, bien entendu, celui-ci en particulier. Voilà. Alors, comment expliquer ça aujourd'hui dans la ruralité, le fait que tout soit fermé? C'est pareil, on a parcouru tout le long du village, tout est fermé, soit abandonné, soit désert. Comment vous expliquez ça, vous La désertification, le manque aussi des moyens de l'État. Les gens qui ont acheté une maison aujourd'hui, ça n'a plus aucune valeur puisqu'il n'y a plus rien. Obligés de faire 20 ou 30 km pour voir un médecin, etc. Même pour faire les courses, souvent les gens sont embêtés, faute de véhicules. Aujourd'hui, avec le prix du carburant, ça devient de plus en plus difficile. Les entreprises qui ont fermé, il y avait une entreprise là qui avait fait beaucoup de promesses de façon à ce que les gens s'installent ici, se sont installés et finalement 5 ans après, on l'a envoyé sur une autre ville. Voilà. Il y a un sujet dont on parle peu, mais c'est le lien social entre les habitants de différents villages, aussi la vie en fait, ce qui anime le village, le cœur. On a coutume de dire qu'avant c'était l'église au centre du village, plus le bistrot du coin où les gens se retrouvaient, les gens pouvaient échanger. Aujourd'hui ça n'existe plus. Aujourd'hui, ça n'existe plus et on a du mal à connaître nos voisins maintenant parce que plus personne ne se rencontre. Il n'y a plus de moyens justement de se rencontrer parce que tout est fermé. Donc c'est vraiment la désertification dans tout ce petit milieu rural. Et malgré tout, quels sont aujourd'hui, enfin, à titre personnel, comment arrivez-vous à trouver des bons moments encore, à profiter de cette vie rurale? Vous en avez encore des moyens de profiter un peu de la vie aussi parce qu'il y a le travail. Il y a évidemment le travail qui est important, il y a l'activité professionnelle, mais il y a aussi comment on se sent au quotidien, les petites joies du quotidien qui permettent d'être mieux dans sa peau, d'être heureux. Vous avez des petits moments comme ça de loisirs qui sont offerts par la communauté, par la commune ou même par le département? On n'a pas forcément... avant, moi, quand j'ai connu, dans ma jeunesse, on avait partout, on avait des endroits où on pouvait se rassembler, etc. On n'a plus rien du tout là. C'est vraiment... ça devient même des petites communes pauvres parce qu'il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus de jeunes qui s'installent, il n'y a plus de... Et avant, il y avait des commerces qui étaient des commerces familiaux, c'est-à-dire qu'il y avait le mari et la femme qui travaillaient ensemble. Tout le monde se retrouvait, on traversait la route pour aller boire un café ensemble. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, on s'aperçoit que tout est mort, tout est... voilà. Et ça devient plutôt triste et effectivement, ça ne donne pas envie aux jeunes de s'installer dans les petites communes comme celle-là ou comme autres en Eure-et-Loire. En tout cas, si aujourd'hui ça ne donne plus envie de venir habiter ici, ce que vous nous racontiez même tout à l'heure sur votre vie passée, votre vie plus jeune, sur l'ambiance qu'on pouvait retrouver dans les villages, sur le lien social qui était en permanence mise en place entre les habitants, entre les jeunes, les personnes plus âgées, avec ce point central que pouvait être l'église ou le bistrot du coin. Cette histoire, quand vous nous la racontez, ça donne sûrement envie à plein de gens de revenir ici, de revenir à nos racines, de revenir aussi redynamiser tout ça. Et j'espère que le message que vous venez de porter sera écouté par beaucoup. Bonjour Alexandre, merci de nous recevoir dans ton exploitation agricole. Tu vas bien? Très bien, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et bienvenue en Eure-et-Loire et dans notre exploitation agricole pour vous présenter notre métier. Aujourd'hui, on a tendance à dire qu'être agriculteur en France en 2022, même en règle générale habiter dans le monde rural, c'est compliqué. Toi, comment tu le vis au quotidien, ce travail d'agriculteur, c'est gérer les bêtes, les moutons? J'ai vu que tu avais aussi un très joli cheval. Tu le vis comment au quotidien tout ça? Oui, alors l'élevage ici en Eure-et-Loire, c'est quand même très restreint depuis plusieurs décennies. C'est quelques moutons qui restent ici pour l'emblème de l'exploitation agricole, mais c'est tout à fait marginal et c'est plus pour la décoration. Maintenant, effectivement, on a de plus en plus de difficultés en Eure-et-Loire et dans le monde agricole pour faire notre métier correctement. Oui, parce qu'aujourd'hui, je crois, si je dis pas de bêtises, on est quasiment à 2 suicides par jour d'agriculteurs. On a des exploitations qui ferment toutes les semaines par dizaines et par dizaines. Concrètement, comment on en est arrivé là en France, de se dire qu'on est passé d'un pays riche en agriculture, riche en ruralité, où on avait des savoir-faire, même des beautés de paysage, etc. À un monde où aujourd'hui on arrive en Eure-et-Loire, on voit des éoliennes,
On voit des villages où tout est fermé, les agriculteurs sont partis. Comment on explique ça aujourd'hui ? On explique parce que ça devient de plus en plus compliqué. D'abord les jeunes pour s'installer, c'est très compliqué pour s'installer parce que ça coûte très cher. Les agriculteurs sont très endettés. On dit toujours que l'agriculteur appartient au Crédit Agricole et donc avec des mauvaises récoltes, avec des prix qu'on dépend maintenant sur le cours mondial, on a des hausses et des baisses très importantes. On a du mal à réguler nos moyennes et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, il y a des agriculteurs qui arrivent jusqu'à des actes irréversibles parce qu'ils ne peuvent plus s'en sortir. Mais là, ce que tu décris, c'est terrible. On a l'impression qu'à l'échelle politique, aujourd'hui en France, on privilégie les normes, les trucs administratifs, les dossiers, la paperasse, à la réalité de terrain, au quotidien des agriculteurs. Pourquoi aujourd'hui il y a une telle déconnexion entre ce que toi tu vis au quotidien, ici en Eure-et-Loir, et ce qui se passe à Paris dans les ministères, etc. La PAC, c'est une chose qui est apparue dans les années 80. On a manifesté, on a été dans les rues, on a été défilé à Bruxelles pour se battre contre cette politique agricole commune. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Là, il y a la nouvelle PAC 2023 qui va sortir et les agriculteurs vont même plus manifester. Tout se décide à Bruxelles, tout est ficelé d'avance et on est soumis. Il n'y a plus personne qui se bat et on est obligé de subir tout ce que Bruxelles nous impose. Et en plus de ça, on a aussi la France, le ministère de l'Agriculture, qui nous oblige à avoir aussi des règles un peu plus draconiennes, notamment dans les applications de produits phytosanitaires. Et donc, c'est de plus en plus compliqué. Et on se bat aussi contre les OGM, tous ces produits qui arrivent dus à la mondialisation. Et ça nous pose de plus en plus de problèmes. Et là, si tu devais nous expliquer un peu l'histoire de cette ferme, l'histoire de cette exploitation, tu pourrais le faire en quelques mots, nous expliquer comment toi tu es arrivé ici, est-ce que tu es fils toi aussi d'agriculteur, est-ce que tu as des enfants qui vont reprendre l'exploitation dans les années à venir, ou voilà, nous expliquer un peu le parcours de cet endroit-là qui est très sympathique. Ouais. Alors moi ici l'exploitation c'est une ferme de famille, on est dedans depuis 4 générations. Moi je suis né à la ferme, à la maison, là où je dors à côté. J'ai jamais bougé de ma vie de l'exploitation agricole. Ici on est dans l'étable et avant, maintenant c'est rassemblé, mais avant il y avait une trentaine de chevaux, il y avait 25 vaches. Mon arrière-grand-père élevait des moutons Île-de-France. Il y avait plus d'1 millier de moutons, il le vendait un petit peu partout en Angleterre, etc. Et tout ça a disparu. C'est arrivé au tout début, les Néo-Zélandais qui ont amené des moutons, et ça a fait la disparition des moutons en Beauce, parce qu'avant il y avait énormément de moutons, et tout ça s'est transformé à la longue, et on en est arrivé à faire plus que des céréales. Maintenant, on produit du blé, du maïs, des pommes de terre. Depuis quelques années, les pommes de terre ont pris une grosse part du budget en France, et dans notre région. Et aujourd'hui, c'est ma fille qui va reprendre. Mais ma fille qui reprend, c'est aussi un sacrifice que nous, on fait en tant que parents, parce qu'aujourd'hui, une exploitation agricole, ça coûte très cher. Et donc, naturellement, on ne lui vendra pas l'exploitation agricole. Elle va rentrer par le biais de sociétés, en part d'action dans la société. Mais nous, c'est un sacrifice aussi qu'on fait. Et donc, on va vivre de notre retraite qui va être aussi compliquée. Et donc, il va falloir qu'on réajuste tout ça et qu'on voie comment on va financer cet ensemble-là. Et justement, pour finir notre petit entretien, notre petit échange, aujourd'hui on a l'impression que le métier d'agriculteur il est dévalorisé, aucun jeune n'y est attiré, on fait rien pour. Si toi tu devais dire aux jeunes qui vont regarder cette vidéo, qu'ils habitent en campagne, qu'ils habitent en ville, si tu devais leur donner un message et d'espoir et un conseil pour les intéresser à ce métier-là, et pourquoi pas devenir eux-mêmes agriculteurs. C'est un métier qui est absolument passionnant. On vit avec la nature, on aime notre terre, et il y a tous les ans, c'est une nouvelle découverte, et il faut toujours garder l'espoir. Ce qu'il faut penser, c'est l'avenir. L'avenir pour l'agriculture, c'est de dire on arrête de vivre de subventions, on vit du fruit de notre travail. Il y a énormément de choses à faire dans tous les domaines. Ici, dans la région, on peut tout faire pousser, et il y a
tout l'avenir est devant nous en agriculture, mais il faut se battre et surtout arrêter de nous embêter avec tous les papiers administratifs qu'on peut avoir. C'est pas notre métier. Bah, écoute, en toute fois, tu nous as pas emmerdé, donc merci beaucoup Alexandre. Et on continue. Merci beaucoup. Allez, au revoir et bon retour. À bientôt. Bonsoir, merci de nous recevoir ici. On vient vous voir parce que j'ai devant moi là des frais, des sommes colossales à payer parce que vous avez créé ici un bâtiment qui fait en taille 1500 m², c'est ça? 2000 m². Un bâtiment uniquement pour faire du stockage. Exactement. Et en tout, vous avez 98 000 € de taxes. 98 000 € de taxes. Donc, comment vous expliquez cette somme astronomique je n'explique pas du tout et personne n'est capable de me l'expliquer. Ils m'ont juste dit, va falloir régler ça ou alors va falloir faire un recours ou prendre un avocat pour regarder comment on peut faire. Donc ça veut dire que là-dessus, j'ai 92 000 € de taxes d'aménagement et 6 000 € de taxes de recherche archéologique. Alors que vous nous expliquiez tout à l'heure que vous avez construit d'autres bâtiments par le passé qui vous étaient revenus à 12 000 € de taxes. On a fait un bâtiment de 1300 m² en 2012 et on a eu 12 000 € de taxes aménagement et fouilles archéologiques. Et donc là, quand on regarde dans le détail, il y a 54 000 € grosso modo pour la part communale. Et pour le département, on a une taxe de 37 000 €, plus au cas où, et là c'est préventif en plus, donc on se retrouve avec 6 000 €, montant total dû au titre de la redevance archéologique préventive. Donc on se retrouve avec 6 000 € pour des taxes préventives. Et au quotidien, vous embauchez combien de personnes ici 90 personnes sur le site, on pensait encore rembaucher du monde, mais il va déjà falloir digérer la douloureuse. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment on va faire, parce qu'on a été prévenu de personne. Aussi bien l'architecte que l'État que personne. On reçoit ça, alors que taxe d'aménagement, nous, on a tout fait nous-mêmes. Personne n'est nu de l'État pour contrôler, pour faire quoi que ce soit. Donc où est-ce qu'ils sortent ce prix-là? Et au quotidien, au-delà de ces sommes colossales à payer, au-delà de ces taxes aberrantes, quel est votre quotidien ici dans ces bâtiments? Vous stockez, qu'est-ce que vous stockez? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? On stocke des céréales et du matériel agricole qu'on produit ici. Donc les céréales, on a une petite ferme un peu plus loin et le matériel agricole est fabriqué chez nous par nos salariés. Donc c'est pour stocker le matériel qui soit à l'abri, qui soit pas dans le milieu de la cour et que ça soit propre. Mais quand on voit ça, c'est à se demander s'il faut pas enlever le bâtiment et puis tout foutre dans le milieu de la cour. En même temps, vu ce que propose l'État et qui passe leur vie à emmerder les Français, comme le dit l'affiche ici, la belle phrase de Pompidou, on peut commencer à se poser des questions. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos petites questions et bon courage avec ces taxes. Vous avez de l'espoir quand même dans les jours à venir, les mois à venir? L'espoir, c'est un peu compliqué en ce moment. Écoutez, bon courage en tout cas, malgré tout. Merci. Et puis arrêtez d'emmerder les Français, ça ferait de mal à personne. Et bien voilà, nous sommes à la fin de la journée. Nous avons pu rencontrer plusieurs agriculteurs, nous avons pu rencontrer des artisans, nous avons pu rencontrer des gens qui vivent ici au quotidien. Et nous, ce que l'on veut proposer à terme avec Eric Zemmour, c'est favoriser de nouveau l'emploi ici, c'est revaloriser les circuits courts, c'est remettre en avant l'agriculture française, notamment au détriment des importations étrangères. Voilà ce qu'on va faire avec Eric Zemmour, c'est tout un tas de choses qui vont permettre de remettre les choses dans le bon ordre pour refavoriser ces beaux endroits que sont la ruralité française. Et en tout cas ici c'était une très belle journée avec, comme vous voyez, des magnifiques tracteurs aux couleurs de notre beau pays. Donc voilà, merci à tous pour cette superbe journée, merci à toutes les personnes qui nous ont reçus et à très bientôt.